La première question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est que vous avez choisi des périodes historiques bien précises. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles voulaient dire pour vous? Qu'est-ce que ça voulait dire d'écrire avec ce contexte historique-là? Je n'ai rien choisi, c'est la trace mémorielle qui a choisi. Donc la trace mémorielle démarre à peu près au début du XXe siècle et se termine aujourd'hui, oserais-je dire. Donc je n'ai pas choisi. C'est, comme je dis, j'écris par et pour mes ancêtres. J'ai repris toute l'histoire de l'Algérie, qui est une création de la colonisation française. Le pays ne préexistait pas, pour essayer de plusieurs choses. D'abord de montrer que pour moi la Méditerranée c'est comme un continent liquide. Tous les pays qui l'abordent n'ont pas le même esprit, n'ont pas la même culture, mais de cœur et d'entrailles c'est les mêmes gens. Donc je pense qu'on pourrait... Parce qu'en fait, dans mon livre, c'est un projet politique, mon livre. Enfin, une utopie politique. On pourrait, en commençant peut-être par l'Algérie, reconstituer cette diversité perdue, diversité qui est proclamée ici comme un bienfait et qui est niée là-bas, puisque l'Algérie se proclame arabe et islamique. C'est une identité tronquée. Elle n'a jamais été seulement arabe et islamique. Elle est aussi berbère, turque, portugaise, espagnole et latine. Et ça de tout temps. Donc je pense que si elle reconstituait cette diversité, elle arriverait à sortir du marasme dans lequel elle se trouve aujourd'hui, où en fait le choix qui est offert à cette population, à la fois sentimentale, bienveillante, c'est de choisir entre des gangsters et des illuminés. Moi en effet c'est une époque bien précise qui est la guerre du Kippour, tout à fait. Alors pourquoi? D'abord tout simplement parce que j'y ai vécu. J'ai vécu au Caire à cette époque. J'ai vécu la guerre du Kippour vue de l'arrière. Voilà. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était d'écrire sur un pays avant la guerre. C'est-à-dire la gestation d'une guerre. La gestation souterraine d'une guerre. Et voilà. Et quels sont les éléments, voilà, et les signes avant-coureurs d'une guerre. Vous, Gilles, c'est l'après-guerre, c'est l'épuration aussi, toute cette zone historique donc très complexe, très compliquée, que vous explorez aussi dans votre roman. Oui, la zone de l'épuration, c'est une zone grise où tout se mélange. Je dis facilement, je peux pas dire les collabos deviennent résistants, je peux pas dire les résistants deviennent collabos. Donc les collabos deviennent résistants parce qu'ils essaient de se faire une nouvelle virginité. Il y a une période d'épuration sauvage qui a ensuite essayé d'être un peu réglée par les préfets mis en place par De Gaulle. C'est une période extrêmement floue, extrêmement complexe, où finalement, dans une ville bombardée comme celle de Toulon, on se demande si les troupes alliées n'ont pas fait plus de mal que les occupants eux-mêmes. Enfin bon, c'est une réalité. Hein. Donc c'est tout cela et les étraces... c'est extrêmement complexe, dont il fallait quand même à peu près 80 ans qui nous séparent de cette époque pour pouvoir en parler d'une manière un peu plus apaisée, sans penser qu'il y avait obligatoirement les bons, les méchants, les blancs, les noirs. C'est beaucoup plus complexe que ça, et donc c'est ce que j'ai essayé de décrire à peu près, quoi. Alors justement sur cette question des zones d'ombre, je pense que vos trois personnages, ils sont entre disons schématiquement, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, tout ça s'enchevêtre complètement. Donc en fait, vous avez aussi créé des personnages qui sont en soi des zones d'ombre. Tarek, c'est un bawab. Et un bawab au Caire, c'est un gardien d'immeuble. Un bab, c'est la porte en arabe. Mais le bawab, c'est beaucoup plus qu'un gardien d'immeuble. C'est beaucoup plus qu'un concierge à la parisienne. C'est vraiment le référent d'un immeuble. Chaque immeuble a son bawab. Et donc c'est quelqu'un qui veille sur l'immeuble, mais c'est aussi, comme il a une place privilégiée, c'est souvent un indicateur, surtout dans un état policier comme l'était l'Égypte. C'est un indicateur. Voilà. Donc mon Tarek, c'est à la fois un sympathique bawab, mais c'est aussi un indicateur. Ah, mon personnage, il est moins trouble, il n'est pas ambigu, moi. Il m'a été inspiré par les petites gens que j'ai connues en Algérie. J'ai été frappé par leur bonté. Et donc j'ai essayé de créer un personnage qui sorte de l'anonymat, parce qu'effectivement il va atteindre les plus hautes sphères, sans perdre
en cours de route cette bonté naturelle et qui débouche sur, devrait déboucher normalement sur la gestion du bien public de la part de tous les politiques. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de petit personnel parmi les politiques. Donc, le bien public. Voilà, donc c'est une rêverie sur le bien public à travers ce personnage. Et moi, donc ce personnage, il cristallise cette générosité, cette bonté naturelle que je ressens dans la rue du Maghreb. Vous avez un lien très intime et très personnel avec les lieux dont vous parlez dans vos romans. Hein. Évidemment que la Basse-Ville a fait ce que je suis, puisque je suis vraiment un enfant de la Basse-Ville. Et j'aimerais en fait, j'ai très peu parlé de ce territoire, mais c'était un territoire hors du temps et hors du commun, hein, puisque c'était un lieu de fête permanente à une époque qu'on ne peut même plus décrire. Donc évidemment que ça a marqué ma vision des choses et surtout ma vision politique, puisque, bon je le dis pas là, mais quand on a 4 ans et qu'on comprend qu'un maquereau gagne 50 fois plus qu'une prostituée, on comprend très vite les choses. C'est pas la peine d'avoir fait des cours de marxisme intense. Voilà. Oui, donc moi j'y ai vécu. Oui. Hein, j'ai vécu 3 ans de 72 à 75. Donc j'étais adolescent, entre 12 et 15 ans. Et je sais que pour moi c'était un travail de mémoire que j'aime beaucoup faire. Comme ça, me replonger par la mémoire dans le lieu et le faire partager au lecteur. Moi je sais que moi j'aime beaucoup faire partager une ambiance. C'est l'ambiance du Caire de cette époque. Et ça, pour faire partager l'ambiance, moi j'ai besoin d'avoir vécu. C'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont capables d'écrire sur des lieux où ils ne sont jamais allés. C'est fantastique, mais moi je peux pas. Voilà, moi c'était important pour moi mon plaisir, et j'espère que c'est le plaisir à partager avec le lecteur, faire partager l'ambiance du Caire de cette époque, qui a certainement beaucoup changé aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est l'ambiance d'une grande ville. C'était déjà une très grande ville que j'ai pu connaître. Moi c'est différent, moi j'ai pas vraiment vécu en Algérie, j'y ai été pendant les grandes vacances, une suite d'années. Mais les grandes vacances c'est un moment privilégié. Donc j'ai été marqué par plusieurs choses un peu contradictoires qui m'ont forgé en fait mon caractère. D'une part par l'humiliation coloniale, qui a fait de moi un révolté. Je ne supporte pas l'humiliation. L'humiliation d'autrui, hein, je parle. Moi, la mienne, je sais me défendre. Et puis d'autre part par la volupté du lieu, qui fait que je suis à la fois révolté et indissolu. J'ai été aussi très marqué par l'imbrication et la proximité qui existait entre le petit peuple pied noir et les musulmans. Hein, il y avait on se chambrait, mais il y avait une fraternité très réelle. Et tout ça, ça a été complètement occulté. Ces gens-là sont partis avec arrachement, alors qu'ils n'avaient fait ni le mal ni le bien. Et donc moi j'ai essayé à un moment donné, il fallait absolument, c'est presque une thérapie personnelle, que je cristallise tous ces souvenirs, mais pas en termes de mémoire, en termes de projet. J'ai préféré donc donner plutôt un élan de projet à cette thérapie de ma propre existence et de ce que j'avais vu et déploré quand j'étais en Algérie française. Dans mon roman, il y a donc un personnage qui est un officier copte. Donc j'ai fait exprès bien sûr de mettre un officier copte parce que les Coptes sont une minorité en Égypte. Enfin, c'est une grosse minorité, ils sont quand même environ 10% de la population. Mais un militaire copte ne pourra jamais grimper tout en haut de la hiérarchie. Il y aura on disait tout à l'heure, un plafond de verre. Donc j'avais envie de parler un peu de cette histoire de minorité copte. D'autre part, le commissaire qui est dans ce roman va demander à mon Bawab d'espionner l'officier copte. Hein. Voilà. Et puis en parlant des Juifs, là malheureusement, en Égypte, il n'y en a presque plus. Les Juifs sont tous partis sous Nasser. Mais j'ai quand même mis un personnage juif, parce que j'ai mon tailleur Gaon qui est juif, et là c'est un personnage véridique. Hein.
Il y a deux personnages véridiques, c'est le tailleur juif Gaon et le professeur de gymnastique italien. Voilà. Tous les deux ont vraiment existé, les autres sont fictifs. Mais c'est vrai. Lui est immunisé parce que comme c'est un citoyen d'un pays européen assez puissant, il peut se permettre de dire, toutes les conneries qu'il veut. Et c'était vrai. Il se foutait de la gueule, en particulier de l'armée égyptienne, pendant ses cours de gymnastique. Hein. Dans votre roman et surtout dans votre écriture, en fait, hein, elle est aussi imprégnée d'éléments traditionnels, on peut dire. Voire, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de ce qui imprègne votre écriture? C'est ce qu'on appelle une culture, tout simplement. Ouais, c'est pas des choix. Ma culture est faite de modernité, d'urbanité, de gens qui sont partis dans les villes comme Toulon, Marseille et Paris pour travailler après la guerre de 14, puisque le monde rural s'est écroulé. C'est pas des choix, donc dans cette culture, il y a une part qui vient de la ruralité, où il y a une part de légende, il y a un vocabulaire particulier que j'ai essayé de réfréner, mais qui paraît-il sourd dans mes textes. Et il y a surtout, en tout cas pour moi, il y a une deuxième langue en permanence, c'est-à-dire que je pense en français, mais je me pose la question des fois si c'est vraiment du français. Votre personnage, il est conteur, alors il y a ça aussi hein, chez votre personnage, il est conteur. C'est-à-dire qu'il y a toute une création aussi du récit, parce qu'il est archiviste et conteur. C'est quand même ça assez particulier et c'est extrêmement romanesque en fait. Bah, vous savez, il paraît que les historiens algériens d'aujourd'hui n'ont pas accès à leurs propres archives. Donc en fait, ils ont créé un oubli délibéré. Enfin, ils ont créé une amnésie plus exactement collective et fabriqué un mythe qui est celui du mythe national, du mythe de la guerre pour l'indépendance, etc., etc. Tout en brimant une minorité interne qui s'appelle les Kabyles, qui est pourtant éminente dans la société algérienne aujourd'hui. Mais si vous sortez dans la rue à Alger avec le drapeau kabyle, vous partez pour 2 ans de prison, garantie. Donc tout ça, plus vous cherchez à étouffer les choses, et plus elles finissent par ramper dans le subconscient et par prendre de l'importance. Il vaut mieux, si on veut s'en débarrasser, leur donner droit de cité et limiter ce droit de cité où il s'auto-limitera dans le dialogue national. C'est un peu différent, moi. Disons que j'ai traversé un champ de ruines dans lequel j'ai pris des morceaux de mémoire, des objets, et puis j'ai reconstitué une histoire qui n'est pas parfaite au niveau de la vérité, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il n'y a pas de vérité, puisque je pense que la mémoire est toujours un champ de ruines. Et donc j'ai essayé par la poésie, de faire ressortir une part de ces non-dits. C'est un livre, comme souvent les livres, mais celui-là, ce qui n'est pas imprimé est plus important que ce qui est imprimé.